Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, un convoi ferroviaire de 72 wagons de pétrole brut déraille au centre-ville de Lac-Mégantic, en Estrie, après une descente infernale sur une pente de plus de 10 km. L'explosion et l'incendie provoqué entraînent la mort de 47 personnes et causent le plus important déversement de pétrole sur la terre ferme en Amérique du Nord. À terme, le centre-ville de Lac-Mégantic est détruit, son cœur patrimonial, social et économique, qui s'étendait sur plus de 15 hectares. 7 ans plus tard, comme on peut le constater, le centre-ville a bien changé. Le nettoyage du site et la décontamination, premières étapes au lendemain de la tragédie, ont nécessité plus de 2 ans de travaux. Entre-temps, une rue commerciale est reconstruite plus loin, des rues ont été retracées sur le site d'origine et la construction de quelques bâtiments est entamée. Certes, le défi de la reconstruction est imposant. C'est même un défi presque incomparable dans l'histoire du Québec. Mais c'est un défi qui amène aussi son lot d'opportunités. À l'approche du 7e anniversaire de la tragédie, Territoire est allé à la rencontre des Méganticois afin de découvrir comment ils s'y prennent pour reconstruire une ville à partir de zéro. Dès sa fondation en 1885, Lac-Mégantic est marqué par le chemin de fer. Le site est choisi pour être le point de rencontre entre 2 axes ferroviaires importants et pour sa proximité du lac et de l'embouchure de la rivière Chaudière. Rapidement, la ville profite de son statut de plaque tournante ferroviaire et développe densément son centre-ville autour de la rue Frontenac. Coincée entre le lac et le chemin de fer, la rue Frontenac devient la colonne vertébrale de la municipalité et l'unique point de rencontre entre les 2 secteurs de la ville, Fatima et Sainte-Agnès. Les archives de Lac-Mégantic étaient conservées à la bibliothèque municipale, qui elle aussi part en fumée durant la tragédie de 2013. Les photos historiques sont depuis beaucoup plus rares. Sur celles qui subsistent, on peut voir plusieurs des mêmes bâtiments qui composaient toujours le centre-ville après plus d'1 siècle avant d'être détruits par l'explosion. Considérant cela, reconstruire à partir de zéro n'est pas une tâche facile. Par où commencer? Dès 2014, la ville mise sur la participation citoyenne en incluant la population dans la reconstruction. C'est là que sont nés les ateliers Réinventer la ville. Dans le fond, on était réunis peut-être une dizaine de personnes par table de mémoire. Et il y avait le plan de la ville avant. Et on avait chacun des feuilles blanches. Et on pouvait redessiner, en fait, notre centre-ville, comment nous, on le voit, le sens des rues. Est-ce qu'il y avait des sections plus piétonniers, des sections plus pour les automobiles, les pistes cyclables. Le nombre de gens qui ont participé à cette démarche-là, au prorata de la population, c'est comme si Montréal avait rempli son stade olympique. Donc, en termes de prorata, c'est une grande démarche. C'est beaucoup de citoyens qui s'y sont impliqués. Ce qui est important aussi, c'est de trouver la façon de rendre concrètes les idées. Jean Dubé, un résident et entrepreneur de la région, met également la main à la pâte et propose à la ville un projet inusité. Faire de Lac-Mégantic une ville Citaslow. Citaslow, c'est un mouvement mondial qui a commencé en Italie en 1999, suite un peu dans la mouvance du slow food. Il y a des petits villages en Italie qui se sont aperçus que ça avait une valeur ajoutée, puis ils ont monté des critères pour la qualité de vie, savoir prendre le temps. Ça s'adresse à des villes de moins de 50 000 habitants. Moi, j'ai participé à un paquet de réunions de commerçants, de relance de la ville au fil des années. On n'a pas les meilleurs choix, puis on n'a pas les meilleurs prix. Puis la première raison pour ça, c'est qu'on n'a pas de volume. Si on n'a pas les meilleurs prix puis le meilleur choix, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de dire pour intéresser les gens à venir à Lac-Mégantic? Mais parlons de qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce qu'on a, c'est justement tout l'environnement des 72 critères Citaslow. Ce qu'on a fait, ça a été long, on a monté un comité, on était 8-9 au départ. On a vraiment monté le dossier et la ville s'est servie de ça, a fait la demande à l'Italie et on a été accepté comme ville Citaslow en 2017. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile, il manque un peu de bâtiments. Bon, ça évolue tranquillement, été par été. Il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent. Puis, il faut se l'approprier aussi, cette ville-là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Lac-Mégantic était à devoir bâtir un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, on nous a dit, on va se servir des critères Citaslow pour élaborer le plan stratégique. Puis là, on a commencé à rencontrer des directeurs de différents services pour dire, hey, regarde, dans ton service, il y a tel critère que ça touche directement. Et les gens, oui, ils sont intéressés d'en prendre compte. Un des critères je pense, c'est dans la cohésion sociale ou d'urbanisme, de faire la promotion de moyens de transport alternatifs à l'automobile.
Moyen de déplacement, mais moyen aussi de cohésion sociale. Donc, on parle de pistes cyclables, on parle d'allées piétonnières. Ce qu'on a implanté à Lac-Mégantic, là, avec la reconstruction de la rue Frontenac, c'est génial. Puis ça va permettre d'avoir des lieux intéressants pour se rencontrer en même temps. Tu sais, l'automobile, avant, c'était omniprésent partout, mais là, on s'aperçoit que pour la durabilité, pour la qualité de vie, on peut peut-être restreindre un peu. Et la participation citoyenne a porté ses fruits. Le 18 juin 2019, suite à la mobilisation communautaire, le Concerto est l'un des premiers bâtiments à se réinstaller dans la zone détruite. Le Concerto inclut, dans sa majeure partie, du logement social et abordable. C'est important d'avoir du logement social au centre-ville de Lac-Mégantic parce qu'on se rappellera que avant la tragédie, comme dans plusieurs centres-villes, il y a souvent des gens peu fortunés ou avec peu de moyens. Fait que l'idée, c'était de redonner aussi à ces gens-là la possibilité de retrouver leur centre-ville, au même titre qu'il y a des immeubles à logement qui se sont construits pour des gens avec des moyens différents. Mais cette mixité-là, c'est ça qui va contribuer à la richesse du centre-ville aussi, puis à sa diversité. Dans la grande consultation « Réinventer la ville », c'est un élément qui est ressorti que les gens voulaient voir un centre-ville habité, animé. Donc, c'est sûr que le projet de l'immeuble Concerto s'inscrivait très bien là-dedans. Il y a 14 logements ici à l'étage qui abritent tantôt des familles, tantôt des personnes seules, avec aussi les installations qu'il y a au rez-de-chaussée avec le parc de jeux puis le CPE. Les enfants s'identifient à cet espace-là. Ils étaient très volontaires à participer à cet exercice-là de consultation. Puis je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'ils se sont sentis importants. Le bâtiment du Concerto s'est également vu attribuer la certification LEED Platine, la plus haute distinction dans la construction éco-énergétique. La certification du Concerto s'inscrit en fait dans une démarche énergétique beaucoup plus large pour Lac-Mégantic. Le micro-réseau de Lac-Mégantic, c'est le premier micro-réseau électrique au Québec. Donc ça, on en est bien fiers. Donc voilà, j'en profite pour le mentionner. Le micro-réseau électrique, c'est des panneaux solaires sur les toits. Donc la majorité des panneaux solaires qui vont être sur le toit du centre sportif qu'on voit là-bas. Des panneaux solaires dans le bâtiment du Concerto qu'on voit ici. Des panneaux solaires également sur Service Canada et le bâtiment de la MRC. Et puis déjà, qu'est-ce que c'est qu'un micro-réseau électrique? C'est des éléments de production d'énergie, des éléments de stockage d'énergie et la couche, comme j'aime bien dire, d'intelligence qui permet de contrôler en fait et de mettre en musique. L'objectif d'un micro-réseau, c'est de pouvoir fonctionner de façon autonome. Donc si par exemple le bâtiment de la MRC a de l'énergie qui est stockée dans sa batterie, parce qu'il aura produit grâce à ses panneaux solaires, lui va pouvoir utiliser sa propre ressource énergétique et du coup donner un petit peu d'air en fait au réseau principal. Donc en fait le projet il est né d'une rencontre entre Hydro-Québec et la ville de Lac-Mégantic. J'oserais même dire que c'est Mégantic qui est allé chercher Hydro-Québec. C'est sûr que ce projet-là, pour l'ensemble de la communauté de Mégantic, c'est un élément de fierté. Si on tire le fil, comme j'aime bien dire, du développement à partir de ça, c'est éventuellement des startups qui viennent s'implanter ou d'autres entreprises, donc de l'emploi. C'est du développement d'expertise locale. Donc, il y a la Marche du vent. C'est un des premiers projets qui a été lancé en fait par la ville. C'est vraiment l'objectif. Il faut se rappeler qu'il y avait des clôtures ici. Le centre-ville était clôturé. L'idée, c'était que assez rapidement, les citoyens puissent se réapproprier le centre-ville, aient envie de venir. C'est vraiment des photos de l'ancien centre-ville, là. Donc, on voit bien la rue Frontenac auparavant. Et les trains qui passaient, la gare est juste ici. Du patrimoine bâti, on en a perdu beaucoup. La gare, c'est devenu très, très important pour la communauté. Puis, il se passe ici, autour de la gare, puisque c'est central aussi, énormément d'activités sociales. On a derrière nous les bacs, le jardin collectif, en fait. Donc, il y a des citoyens qui, à chaque année, font vraiment en sorte qu'il y ait des légumes, puis que les gens peuvent, au passage, en prendre. Il y a les incroyables comestibles qui se sont installés et cette année, on va encore exploiter davantage. Finalement, il y a des plates-bandes au centre-ville qui vont être habités finalement de légumes.
Le réinvestissement des lieux patrimoniaux emblématiques et la mise en place de projets d'entrepreneuriat social, voilà donc comment entamer la reconstruction d'une communauté qui a perdu ses repères visuels, et ce, sans même faire une seule pelletée de terre. Cette démarche, Stéphane Lavallée l'a bien compris avec son projet de la chapelle du rang 1. La chapelle du rang 1, c'est né d'abord d'un souci de préservation du patrimoine bâti pour cette vieille et très belle chapelle anglicane construite en 1891. C'est une chapelle qui avait été laissée à l'abandon pendant 10-12 ans avant que j'en fasse l'acquisition en 2017. Et très vite, avec mes fils, on a décidé d'en faire un lieu de rencontre, en fait, de redonner une vocation communautaire à ce lieu qui était par définition un lieu de rassemblement et d'offrir des spectacles intimes dans cette chapelle. Donc, une chapelle où on arrive à 60 places seulement. Donc, c'est des soirées très intimes. C'est comme recevoir les artistes dans son salon. Et il n'y a jamais une soirée à la chapelle qui commence sans qu'il y ait le barbecue extérieur pour les artistes et les acheteurs, en fait, les spectateurs, spectatrices. Pour nous, en fait, le spectacle, c'est le prétexte, mais c'est pas une fin en soi. Oui, c'est une expérience extraordinaire, mais il y a tout ce qui va autour. La chapelle, c'est un projet d'entrepreneuriat social. Elle amène une signature, en fait, au territoire. Puis c'est une forme d'entrepreneuriat qu'il faut défendre aussi, parce que quand on fait un jardin collectif, ben on fait de l'entrepreneuriat d'une certaine façon. On rassemble les gens, on crée de quoi, on crée une animation, puis il y a des produits à la fin de tout ça, il y a des services à la fin de tout ça. Le centre-ville comptait, juste avant la tragédie, 110 places d'affaires et environ 100 ménages résidentiels. Lac-Mégantic est ainsi l'une des rares villes de sa taille au Québec à disposer d'un centre-ville aussi dense et mixte, deux caractéristiques recherchées pour créer une vitalité sociale et économique dans une communauté. Au lendemain de la tragédie, dans l'obligation de relocaliser certains de ses commerces essentiels, la ville se tourne vers le quartier Fatima, historiquement considéré comme un quartier plus défavorisé. C'est donc de l'autre côté du pont que seront reconstruits l'épicerie, la pharmacie et les banques, qui s'ajoutent à des commerces et contribuent à la revitalisation du quartier. Pourquoi Fatima, dans le fond, qui a fait partie du plan de reconstruction là, du centre-ville? Il faut comprendre là, qu'on a une image qui a été publiée en septembre 2013. On a vu un éclatement total là, de la fonction commerciale. Il fallait rapidement trouver une solution pour rassembler la trame commerciale parce qu'en commerce de détail, c'est quand on se concentre que c'est ça qui crée un dynamisme. Donc le fait qu'on était tous éclatés, mais tout le monde allait dans son petit coin, puis tout le monde pouvait mourir éventuellement. Dans le plan de match, on avait un secteur pour les grandes surfaces qui soit ici à Fatima. C'est des commerces qui créent de l'achalandage, c'est des commerces qui permettent de créer une masse critique pour pouvoir faire vivre les plus petits commerces. Il faut comprendre aussi au niveau des grandes surfaces, de façon instinctive, ils voulaient tous se relocaliser vers le haut de la ville, le haut de la rue Laval, où on retrouve déjà des grandes surfaces comme le Walmart, le Maxi, le Canadian Tire, le Carrefour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par la réglementation, le règlement de zonage? On a interdit la relocalisation des grands commerces vers la haut de la ville. Puis, on a proposé de les relocaliser vers Fatima. Puis, les idées qu'il y avait en arrière de ça, c'était revitaliser le quartier en ramenant une fonction commerciale, redonner accès aussi à la rivière. Là, on le voit ici sur le côté. En fait, la rivière Chaudière n'était pas accessible par la population. On voulait aussi créer des modes de transport actifs. On voulait aussi permettre la création de nouveaux logements, donc nouveaux développements parce qu'il y a beaucoup de terrains vacants dans Fatima. Donc, il y avait tout un plan de match de fait. Mais avant de pouvoir rebâtir complètement, il faudra bien régler la question entourant l'usage du chemin de fer actuel. Le projet de voie de contournement, qui mettrait fin à la circulation ferroviaire au centre-ville, représente autant un enjeu polarisant qu'une opportunité en or. À ma table, en fait, on parlait que la voie ferrée pourrait peut-être servir à réunir les deux pôles commerciaux, le Carrefour et le centre-ville, par un tramway électrique. En fait, au-delà de l'opportunité que ça va nous générer ultérieurement, c'est une nécessité que cette voie-là quitte le centre-ville. Puis pourquoi? Il y a deux raisons là, pourquoi c'est vraiment une nécessité d'enlever la voie. C'est la deuxième plus longue pente au Canada et qui se termine par une courbe de 8 en plein cœur du centre-ville. Donc, au niveau de la géométrie, il n'y a aucune autre ville qui a ça. Là. Il n'y a pas de précédent.
Puis aussi, bien, il y a la santé psychologique aussi des citoyens aussi qui ont vécu un traumatisme, puis que là, bien, à chaque nuit, à chaque jour, il y a des trains qui passent encore ici. C'est vraiment une priorité là, pour la ville, puis pour moi, bien sûr, comme mairesse. Fait que, essayons de vendre qu'est-ce qu'on a. Puis on a des beaux paysages, mais plus que ça, parce que des beaux paysages, il y en a partout au Québec. On a un hôpital régional qui est très bien structuré. On a un cégep. On a beaucoup de structures sociales qui fait que c'est un milieu de vie qui est complet. En même temps qu'on est dans les rivières, les montagnes, comme si on était éloigné dans le fond de la nature.